Donc, je travaille pas loin d'ici, à la fac de médecine, centre de recherche cerveau et cognition. Laboratoire, on est une cinquantaine en tout de chercheurs qui travaillent donc sur le système visuel biologique. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est comment, en étudiant le système visuel biologique, on peut apprendre des astuces qu'on peut essayer de remettre dans des machines pour faire une espèce d'ingénierie inverse, comme on pouvait faire avec des circuits électroniques. On a quelque chose qui marche, on veut essayer de savoir si on a bien compris comment ça marche. Et pour moi, donc, le but de cette deuxième partie, l'implémentation en informatique, c'est de voir est-ce que j'ai bien compris quelque chose sur la façon dont ça marche. Mais en fait, avec deuxième avantage, je vais essayer de vous convaincre qu'effectivement, les performances qu'on peut obtenir sont avec un système bio-inspiré, avec une ingénierie inverse, peut être tout à fait intéressant, même par rapport à des méthodes plus traditionnelles. Donc, mon point de départ, c'est les contraintes temporelles sur le système visuel chez nous. Combien de temps prend les neurones dans notre cerveau pour analyser une scène, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais essayer de vous convaincre qu'en gros, 100 millisecondes suffit pour analyser même des scènes compliquées. À partir de ces données-là, je vais essayer de montrer que par des modélisations, que en fait cette rapidité est une contrainte tellement sévère qu'à peu près 99% des modèles qui existent aujourd'hui, utilisés en psychologie, en neurosciences, etc., ne tiennent pas debout parce que c'est vraiment trop rapide. Et c'est ça qui m'a obligé, en quelque sorte, de chercher une autre manière de traiter des informations. Et l'idée sur laquelle on est arrivé, c'est l'idée que il y a une espèce de vague d'impulsion qui traverse le système visuel et dont l'information est codée par l'ordre dans lequel les neurones déchargent. Pas dans le niveau d'activité, mais plutôt l'ordre dans lequel ils déchargent. Et cette vague asynchrone, quand on simule ça, on arrive à faire des traitements d'images, effectivement, de façon rapide et efficace. Et avec SpikeNet, donc, qui est un simulateur d'un réseau avec des spikes étant des potentiels d'action, des impulsions générées par les neurones, on peut faire des applications qui, effectivement, peuvent être intéressantes. Et donc, la conclusion, c'est vraiment cette idée d'utiliser le vivant, un système qui a été étudié par la sélection naturelle depuis des centaines de millions d'années et très, très optimisé, essayer de piquer les bonnes idées et puis les mettre dans des systèmes artificiels. Donc, la vitesse du traitement du traitement visuel, comment on peut le mesurer? On savait déjà dans les années 70, des gens comme Irv Biederman, Molly Potter avaient montré qu'on peut traiter à peu près 10 images par seconde de façon très bien avec notre système visuel. Donc, ça s'appelle RSVP, Rapid Sequential Visual Presentation. En fait, les gens qui font des clips vidéo le savent aussi. Effectivement, on peut changer les images 10 fois par seconde, et même quand les images n'ont rien à faire l'un avec l'autre, on arrive à les voir. Donc, juste pour donner une illustration, je vais vous présenter une trentaine de photos d'animaux à la vitesse à peu près de 10 images par seconde. C'est Windows qui va décider exactement. Et donc, la question c'est, est-ce que vous arrivez à les traiter? Je pense qu'on a l'impression en tout cas qu'on les voit. Bien évidemment, on n'a pas le temps de nommer ces stimuli, ça va trop rapidement, mais le système visuel a l'air de faire son boulot. Bon, là, je vous ai dit d'avance qu'il y aura des animaux, donc il y a un contexte. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ce contexte? Alors, pour tester ça, on peut insérer une image dans une séquence d'animaux qui n'est pas un animal. La question c'est, est-ce que vous allez pouvoir les repérer? Donc maintenant, de nouveau, des animaux avec quelque chose qui n'est pas un animal. Et alors, combien de personnes ont vu le Joconde? Effectivement, voilà. Donc le Joconde est parmi les icônes de notre culture. Hein. C'est quelque chose qui est super bien enraciné dans nos cerveaux, je dirais. Mais bon, on peut essayer d'autres types d'images qui sont peut-être un peu moins iconiques.
Alors, qui a vu la Statue de la Liberté? Pas une vue typique, hein. C'est quand même un angle de vue qui n'est pas forcément le plus commun. Alors, qui a vu Mickey? Alors, si vous avez vu Mickey, c'est intéressant parce que c'est un animal, mais il y avait quelque chose de suffisamment différent pour que vous repérez ça. Dernier exemple. Vous avez vu une Écossaise, en fait. Mais c'est difficile de juger le sexe, peut-être à cette vitesse-là. Donc là, on a l'impression quand même que le système visuel fait quand même un sacré boulot. Même quand on ne sait pas ce qu'on cherche, il est capable de dire « Oh, il y avait quelque chose d'intéressant, qu'est-ce qu'il faisait là, Mickey, etc. » Okay? Mais bon, on faisait ça à 10 images par seconde à peu près, mais ce n'est pas parce qu'on fait 10 images par seconde qu'on a traité en une dizaine de secondes. Hein. On peut imaginer un traitement en pipeline où les images arrivent 10 fois par seconde, mais peut-être le traitement prend 400 millisecondes. Comment on peut mesurer vraiment le temps qui est pris par le cerveau? Eh bien, ça, c'est la question qu'on a essayé d'adresser depuis une dizaine d'années. Depuis qu'on est à Toulouse, en fait, je m'adresse à cette question avec une méthodologie que j'appelle Ultra Rapid Visual Categorization. On a profité du fait qu'au début des années 90, on pouvait acheter des bases d'images pas chères. Donc, on a 60 000 photos diverses et variées dans le labo. Et on a fait ce qu'on a pensé était une bonne tâche biologiquement intéressante. Est-ce qu'il y a un animal? Donc ça, c'est clair que pendant la sélection naturelle, on a été quand même bien sélectionné pour faire ça. Donc la tâche était aussi simple que possible. Le sujet devrait dire oui chaque fois qu'il y avait un animal. Donc là, on mesure les temps de réaction pour relâcher un bouton. Donc là, c'est oui, etc. Donc on mesure ça. On a trouvé que donc ça marchait très bien. Ça marche également très bien en noir et blanc. On n'a pas besoin de la couleur. En fait, le temps de traitement est le même, que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Donc, c'est vraiment la forme qui est importante. Autre chose qu'on peut faire, on peut présenter les images à l'envers. Ça change remarquablement peu la performance. Et pourtant, on n'a pas l'habitude vraiment de voir des animaux à l'envers. Quelque chose dans le système visuel arrive à repérer la présence des animaux, même quand c'est à l'envers. On n'a pas besoin de regarder directement de l'image. On peut trouver des animaux même quand ils ne sont pas en vision centrale. Et on a même fait ça jusqu'à la limite de la vision, et ça marche aussi. Là, on peut faire 2 images en même temps. Remarquablement, ça ne prend pas plus de temps de traiter 2 images que de faire qu'une seule. C'est la preuve que le système est vraiment parallèle. On peut traiter sans basculer l'attention à gauche ou à droite. Le système visuel vous dit est-ce que oui ou non il y a un animal qui est présent. Donc ce qu'on peut faire avec ce genre de choses, c'est de mesurer les temps de réaction. Ça, c'est les temps de réaction d'un groupe de sujets. Ça, c'est pour les cibles. Ça, c'est le temps de réaction en millisecondes ici. Donc on trouve un pic vers 400 millisecondes. Mais il y a également des réponses qui démarrent vers 250 millisecondes. En rouge, c'est les erreurs. Donc, mais on voit que dès le début, dès 250 millisecondes, il y a un fort biais en faveur des cibles. Si le sujet était en train c'est toujours moitié-moitié cible et distracteur. Si le sujet était en train de deviner ou essayer de tricher, il ne pouvait pas avoir un biais en faveur des animaux. Donc, c'est des vraies réponses qui démarre à 250 millisecondes. Mais bon, là, c'est le temps entre l'arrivée du stimulus et le mouvement de la main. Est-ce qu'on peut court-circuiter un petit peu la partie motrice? Eh bien, oui, parce que si on enregistre l'activité électrique du cerveau, ça, c'est simplement, on met un bonnet et on capte les voltages générés au niveau de la peau avec un gel, etc. Ça, c'est des potentiels évoqués. Et en moyenne ensemble, tous les essais où il y avait un animal, c'est en vert là, et tous les essais où il y avait un distracteur, on voit que les 2 tracés sont parfaitement superposés jusqu'à 150 millisecondes. Et là, il y a une énorme différence qui est produite, qui est très robuste. Cette activité différentielle donc, entre les cibles et les distracteurs est très robuste. Ça démarre à 150 millisecondes de façon
Bon, que ça soit en noir et blanc, que ça soit des images doubles, etc. Bon, c'est très, très robuste. Donc, là, on pouvait conclure que 150 millisecondes suffit pour analyser la scène. Le 100 millisecondes de plus, c'est simplement parce que ça prend du temps pour bouger la main et le reste. En fait, ça c'est chez l'homme. Il se trouve que dans le laboratoire, on a également des singes, des macaques qu'on peut entraîner à faire exactement la même chose. Et le résultat est assez spectaculaire parce que voilà les temps de réaction pour l'homme, pour le sujet humain, et voilà le temps de réaction pour les singes, sérieusement plus rapide, bien plus sérieux en plus. Alors, ils ne sont pas aussi précis que les êtres humains, ils font 91% au lieu de 95%, mais ils sont sérieusement plus rapides. Pourquoi? Eh bien, on pense que c'est vraiment juste une histoire de la taille de la tête, que parce que la tête est plus petite, le temps de conduction pour envoyer l'information est réduit. C'est-à-dire qu'en principe, les gens avec les petites têtes devraient être plus rapides que ceux avec les grosses têtes. À vérifier. Il y a des gens qui ont commencé à faire justement ce type de mesure. Mais ça souligne un fait qui est très important. Les nerfs qui vont de l'œil vers le cerveau ou du cerveau vers la main sont très rapides. Ça peut aller jusqu'à 100 mètres par seconde. Mais à l'intérieur du cerveau, c'est 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde, c'est vraiment très très lent. Hein. Si vous imaginez fabriquer un ordinateur avec des fibres, avec des fils où il fallait attendre 1 seconde pour faire 1 mètre, on aurait du mal. Mais c'est vraiment ça qui a été fait par la sélection naturelle. Il a réussi à faire un système qui marche avec ces conditions-là. Mais ça veut dire que, par exemple, pour aller d'un endroit à un autre, bon, ça c'est 100 millisecondes. Hein. Donc déjà, si on enlève cette lenteur due au fait que les fibres sont tellement lentes, ben, on peut aller plus rapidement. Donc déjà, il y a un petit peu d'espoir pour peut-être on peut court-circuiter tous ces lenteurs neuronales en informatique. Donc, avec toutes ces informations, et le fait que chez le singe, on connaît vraiment beaucoup mieux que chez l'homme l'anatomie du système visuel, j'ai pu donc concocter cette image-là où on voit l'image qui arrive, qui traverse la rétine, le thalamus. Il y a 5 couches de traitement à peu près au niveau cortical. Et puis là, ça c'est le niveau le plus élevé du système visuel en quelque sorte. C'est là où on trouve des neurones qui sont sélectifs à des stimuli très compliqués, des visages. Même, j'ai entendu dire Bill Clinton, il y a des neurones qui sont sélectifs à Bill Clinton chez des gens. Ces neurones déchargent vers 100 millisecondes chez le singe, mais à partir de ce moment-là, il faut quand même aller activer les muscles, et pour ça, il faut passer par le cortex préfrontal et le moteur avant d'aller vers la moelle épinière, etc. Mais cette partie-là, au bout du système visuel, 100 millisecondes, c'est à peu près tout ce qu'on a. Ça, c'était chez le singe. On va revenir effectivement là-dessus parce que ça pose vraiment le problème. On voit le décalage en temps entre chaque aire ici, c'est à peu près 10 millisecondes. Donc, ça veut dire chaque étape du traitement prend à peu près 10 millisecondes. Alors, il se trouve que on vient récemment montrer que chez l'homme, on peut aller encore plus rapidement si, au lieu d'utiliser la main, on utilise des mouvements des yeux. Donc, avec Holle Kirchner et Nadej Bakan dans le labo, on a utilisé une tâche qui est une tâche de choix de saccade où, effectivement, le sujet regarde une croix, et puis après un délai où il n'y a rien sur l'écran, on présente 2 images, comme on a fait tout à l'heure, et le sujet doit faire un saccade du côté où il y a un animal. Okay? Donc en fait, après le flash, il y a 2 croix, et il faut aller du bon côté. Et on mesure combien de temps faut-il pour bouger les yeux. Donc pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça donne, on va faire ça. Essayez d'imaginer faire ce manip. Là, il fallait aller à gauche. Bon, il faut un petit peu d'entraînement pour... Là, il fallait aller à droite. Et avec un oculomètre, on peut mesurer quand l'œil bouge, donc là à gauche, etc. Et les gens peuvent faire ça très bien aussi. Et remarquablement,
il peut bouger les yeux encore plus rapidement qu'on imaginait. Parce que si on regarde les temps de réaction, ça c'est le temps de réaction avec la main, et maintenant les temps de réaction avec les yeux. Donc on voit que le temps de réaction moyen est divisé presque en deux, et on a des réponses qui démarrent à 130 millisecondes. Vous voyez ici, il y a un petit boss pour les erreurs aussi. Donc les sujets ont une petite tendance de faire n'importe quoi au début, mais même à 130 millisecondes, il y a quand même des décisions qui sont prises qui sont réelles. Et chez certains sujets, ils n'ont pas cette tendance de faire n'importe quoi au début. Donc voilà deux sujets qui, si on regarde les courbes rouges, il n'y a pas d'anticipation. Et si on prend que des réponses où les yeux ont bougé en moins de 150 millisecondes, c'est-à-dire avant que notre activité électrique que je viens de vous dire, quelles sont les images qui peuvent être traitées en moins de 150 millisecondes forcément, parce qu'on a bougé les yeux à 130. Eh bien, il se trouve que sur les 51 essais avec des temps de réaction inférieurs à 150 millisecondes, il n'y a que 5 erreurs, ça c'est les petits trucs rouges là, et on peut regarder les images pour voir qu'est-ce qu'ils ont de particulier. J'aurais imaginé, moi, que les images où les gens ont bien repéré un animal rapidement, c'était des images faciles où l'animal était très en gros plan, etc. Eh bien non, parce que regardez, ici on a les photos des animaux qui ont été repérés avec des mouvements des yeux inférieurs à 150 millisecondes. Voilà les erreurs. Mais regardez ce qu'on a là-dedans. Regardez cette image-là, par exemple. Oui, il y a un animal là-dedans, mais le problème de segmentation, parce qu'il est énorme. On a des rochers, des ombres ici. Regardez là, c'est un loup caché derrière un arbre. On a ici des animaux. Ce n'est pas du tout des trucs triviaux. Et pourtant, le système visuel a repéré des animaux comme ça. Et en fait, intéressant de regarder aussi que parmi les erreurs, on a 3 fois des trucs avec de l'eau et des reflets en particulier. Peut-être c'est la symétrie, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qui est utilisé comme un élément diagnostique pour repérer un animal. Mais bon, on ne peut pas dire que tout ça c'est basé sur la symétrie. Il y a vraiment toutes les formes imaginables. Donc le système fait un boulot absolument incroyable. Comment il fait ça? Ça c'est vraiment la question qui nous tracasse au plus haut point. En gros, il y a des images qui posent des problèmes. Peut-être 20% de si on prend une base de photos au hasard, il y a à peu près 20% qui posent des problèmes, mais la grande majorité, ils sont tous pareils. C'est comme s'il n'y avait rien de spécial avec ces images-là, qu'on fait trouver les animaux vraiment sans problème. Comment c'est possible? Juste peut-être un autre détail qu'on peut ajouter. En fait, quand on a fait ce manip, il y avait 400 images qui étaient totalement nouveaux, qui n'ont jamais été vues par les sujets, et un autre 400, c'était les mêmes 20 images présentées 20 fois. Donc on pouvait comparer, est-ce que le sujet devient plus rapide pendant la séance pour les images qu'il a vues plusieurs fois? Eh bien non. Le temps de réaction moyen pour les images jamais vues avant et les images qui ont été vues 20 fois dans le même bloc, c'est... on a un petit avantage, c'est 0,7 millisecondes pour les images qu'on a revues plusieurs fois. Mais vraiment, ça suggère que le système n'est pas en train d'utiliser le fait que c'est le truc que je viens de voir plusieurs fois. Non, le système est déjà tellement rapide que tu ne peux pas faire plus rapidement, même si vous connaissez par cœur les images. Le système fait très très bien, même en absence de contexte. Voilà, donc on est en train d'ajouter tout un tas de cahiers de charges. Maintenant, ça commence à être très très lourd. Il faut que ça marche en parallèle, il faut que ça marche sans avoir le moindre idée de ce qu'on va être présenté, aucun effet d'apprentissage, la couleur ne sert à rien, etc., etc. Donc voilà le problème qui est posé par le système visuel biologique. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Donc, non, en fait, il se trouve que ce problème image gauche, image droite est un peu un coup de chance pour nous. Ça ne marcherait pas
aussi bien peut-être dans d'autres situations. C'est parce qu'il y en a deux hémisphères dans le cerveau. Donc, quand on présente des images de cette configuration-là, on a en gros l'image de gauche qui est traitée par le cerveau à droite, et puis l'image de droite qui est traitée par le cerveau à gauche. Et en gros, la décision revient à dire, on accumule des votes pour dire aller vers la gauche, vers la droite, les votes pour aller vers la gauche, et dès qu'il y a suffisamment de déséquilibre, on peut y aller. Donc c'est une situation un peu spéciale, mais ça enlève en rien le problème de base, qui est comment le système visuel fait ce traitement. Bon, donc mes conclusions sur la base des données de comportement et de neurophysiologie et tout ça, c'est qu'en gros, on a un traitement très sophistiqué, même des scènes qui peuvent être très compliquées. Semble-t-il, le temps est tellement rapide qu'on n'a pas le temps pour faire des boucles d'itération. Il faut que ça passe avec un seul pass à travers toutes les couches. S'il y avait des boucles d'itération, j'attendrais à voir que des images qui demandent plus d'itération que d'autres devraient être plus longues, mais on ne voit pas ça du tout. On n'a pas besoin d'un contrôle attentionnel. C'est-à-dire le système peut travailler de façon autonome. On n'a pas besoin de braquer l'attention à gauche ou à droite pendant qu'on le fait. Ça suggère que c'est une architecture feed-forward, ça veut dire que les informations passent de couche en couche dans un sens unidirectionnel, au moins dans un premier temps. On sait qu'il y a beaucoup de feedback dans le système visuel, mais ce mode de traitement semble être tellement rapide qu'on n'a pas le temps de faire ça. Et donc, pas besoin vraiment d'un contexte. Je ne dis pas que le contexte, le fait que je vous pose une question, est-ce qu'il y a Mickey Mouse dans la photo, ça peut vous aider, mais en fait, le système doit fonctionner en absence de ce contexte. Et surtout, pour la suite, il semblerait que ce système peut marcher dans des conditions où chaque neurone dans le système visuel ne peut émettre qu'un seul potentiel d'action. On sait que les neurones, quand ils sont très activés dans le cortex, ils émettent des impulsions jusqu'à une centaine de fois par seconde. Mais si on dit 100 potentiels par seconde, en 10 millisecondes, qui est la fenêtre de temps qu'on a à chaque niveau ici, en fait, il a émis qu'une seule potentiel d'action. Et donc, c'est ça qui posait le vrai problème pour les modèles, parce que je ne sais pas si vous savez, il y a des gens qui ont utilisé des réseaux de neurones artificiels, beaucoup, très utilisés par les ingénieurs, mais des réseaux de neurones artificiels n'utilisent pas des impulsions, ils utilisent typiquement des neurones dont la sortie est continue, c'est une valeur qui varie entre 0 et 1 par exemple, comme si on voyait 0,7, une probabilité ou quelque chose comme ça. Là, on n'a pas le temps d'envoyer une probabilité parce que le neurone, c'est oui ou non. Donc, comment on peut faire? Donc, comme je dis, les réseaux de neurones, typiquement, oublient le fait que les neurones émettent des impulsions. Mais on a vu là que les contraintes temporelles sur le traitement est telle qu'on ne peut pas oublier ça. On n'a pas le temps de mesurer le taux de décharge des neurones, qui est le point de vue traditionnel. C'est l'idée que les neurones, quand on les active, ils deviennent de plus en plus actifs. C'est la fréquence de décharge qui est le code. Un neurone qui décharge à 100 spikes par seconde est plus actif que un neurone qui décharge à 50 et ainsi de suite. On considère traditionnellement que le neurone est un convertisseur intensité-fréquence. Le problème, c'est que pour mesurer tout bêtement la fréquence de décharge d'un neurone, il faut soit attendre, écouter pendant plusieurs centaines de millisecondes, soit utiliser beaucoup de neurones en parallèle, autre stratégie possible, mais je pense que ça ne tient pas debout non plus parce que il n'y a simplement pas assez de redondance dans le système visuel pour qu'on puisse se permettre d'avoir 10 neurones pour coder la même chose. Donc, il faut que chaque neurone compte. Donc, l'alternative est une forme de codage temporel dans lequel c'est la date à laquelle le neurone décharge qui est le code et pas son fréquence de décharge. Autrement dit, c'est le neurone considéré comme un convertisseur intensité-délai. Alors l'idée est en fait assez simple à comprendre. Un neurone, c'est un peu comme une capacitance avec un seuil. Et quand on stimule le neurone, par exemple le neurone dans la rétine, on va le faire charger
jusqu'au moment où il atteint le seuil, et à ce moment-là, il émet une impulsion. Si le stimulus est de faible intensité, ça prend pas mal de temps pour atteindre le seuil, alors que quand on augmente l'intensité du stimulus, il décharge de plus en plus tôt. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas un neurophysiologiste qui dirait le contraire, mais bizarrement, cette information qui vient de regarder le date de la première spike est très très peu utilisée en neurophysiologie expérimentale. En fait, il y avait un article qui est sorti il y a 2 mois dans Nature Neuroscience où enfin les gens ont commencé à regarder ça. Mais à partir de ce moment-là, on peut imaginer tout un tas de codes différents et un mode de codage qui m'intéresse particulièrement, c'est l'idée d'utiliser pas un neurone. On pouvait utiliser un seul neurone, mais imaginez maintenant qu'est-ce qui se passe avec, disons, 5 neurones ou n neurones. Maintenant, on met un stimulus en entrée, ici, avec un profil d'intensité. Ça peut être, et là, supposons que nos neurones convertissent le signal, ça peut être ce que vous voulez, l'intensité ou n'importe quel capteur peut être transformé en code neuronal avec ce mécanisme. Donc l'idée, c'est que vous mettez un stimulus et les neurones vont décharger dans un ordre qui dépend du stimulus. Ici, on voit que le premier neurone qui a déchargé, c'était B, et puis A, C, E, D, ce qui donne, on pouvait utiliser les décalages précis entre les neurones, mais en fait, même si on ne connaît que l'ordre dans lequel les neurones déchargent, on sait déjà beaucoup de choses. Donc ici, c'est B, A, C, E, D. Si on change le stimulus et on met un autre profil, on a un autre ordre d'activation, E, D, C, A, B, et ainsi de suite. Donc chaque profil en entrée correspond à un ordre en sortie. Et là, je n'ai que 5 neurones. Avec 5 neurones, on a factoriel 5 ordres, 120. Mais avec 16 neurones, on a déjà 10 puissance 13 ordres différents. Donc la puissance de codage par juste l'ordre, sans prendre en compte les valeurs absolues, est déjà extrêmement riche. Avec 16 fibres, par exemple, comme je dis, 10 puissance 13 façons de les faire décharger différents. Alors que dans le nerf optique, il y en a 1 million. Donc, je ne fais pas le calcul de 1 million factoriel, c'est un très très gros chiffre. Ce qui est intéressant en utilisant l'ordre plutôt que l'intensité directement, c'est qu'on a une invariance par rapport à des variations du stimulus qui est assez sympa. On prend ce même profil et on baisse l'intensité ou on baisse le contraste, l'ordre reste pareil. Et ça, c'est quelque chose qui est tout naturel pour les systèmes visuels biologiques. On peut changer l'éclairage dans la pièce et votre capacité de reconnaître des objets ne change pas. Vous prenez pas mal de systèmes de vision artificielle et le soleil se cache derrière un nuage, il est paumé. Parce que si vous utilisez les niveaux de grille directement, vous n'avez pas ça. En utilisant le codage par rang, vous avez ça gratuitement. Alors, est-ce que ce type de codage peut vraiment être utilisé? Alors, avec Ruffen van Rulen, on a pris un modèle de la rétine très bête, dans lequel on suppose que la rétine contient donc les neurones qui font une petite convolution de style chapeau mexicain. C'est tout à fait classique en traitement d'image. En fait, il y a donc les neurones qui aiment des petits points blancs sur fond noir. Un autre groupe de neurones qui font le contraire, cherchent des points noirs sur fond blanc, et ils font ça à des échelles différentes, avec beaucoup plus de cellules qui s'intéressent à l'échelle fine, etc. Maintenant, on prend cette rétine simulée et on pose la question, est-ce qu'en regardant uniquement l'ordre dans lequel les neurones déchargent, est-ce que ça suffit pour pouvoir reconstruire l'image à l'autre bout du nerf optique? Donc, c'est comme si on disait, il y a 1 million de fibres qui arrivent de la rétine, vous êtes à l'autre bout dans le cerveau, et vous devrez dessiner l'image qui est flashée sur l'image, mais la seule chose que vous pouvez utiliser, c'est l'ordre dans lequel les neurones déchargent, pas le taux de décharge, pas le décalage précis, mais juste l'ordre. Et c'est ce qu'on a fait. Donc ici, on va reconstruire une image progressivement, au fur et à mesure que les neurones déchargent. Et donc, là, on voit une image apparaître, et je vais arrêter là et dire est-ce qu'il y a un animal dedans.
Est-ce qu'il y a des gens qui voient un animal et est-ce que quelqu'un vous oserait dire qu'est-ce que c'est comme animal? Un renard, oui, effectivement. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage de neurones qu'il fallait laisser décharger pour pouvoir repérer un animal est donné ici. En gros, 0,5% des neurones suffit pour dire ce que c'est, la plupart du temps, pour des objets naturels. On laisse le système poursuivre et à la fin, on a une très jolie image. En fait, normalisée pour le contraste, c'est sympa en plus, mais on n'avait pas besoin de toute cette information pour dire que c'était un animal. En gros, 1% suffit quasiment toujours. Juste pour quelques autres illustrations du même phénomène, on va prendre des images au hasard, en gros, et puis... alors là, je vais arrêter là. Est-ce que vous voyez un animal? En fait, là, avec celui-là, on avait besoin de très peu d'informations. Là, il n'y a pas d'animal, donc là, vous l'avez déjà vu. Est-ce qu'il y a un animal là? Papillon? Un animal là, bon là j'ai laissé un peu longtemps à 1%, donc vous voyez l'idée. Donc ça montre que si on est astucieux et on utilise l'ordre, on peut reproduire l'image sans problème avec seulement 1% des informations. En fait, pour obtenir ce résultat, il y a une petite astuce, c'est que en fait, on donne un poids très très important au premier neurone qui décharge, et au fur et à mesure que les neurones déchargent, on désensibilise le système. Donc les spikes qui arrivent au début vers le max, ceux qui arrivent juste après un peu moins, et ainsi de suite. Et pour obtenir la courbe de désensibilisation, on a tout bêtement pris des vraies images naturelles et on a regardé le contraste en fonction de l'ordre. Ici, c'est le rang du neurone en pourcentage. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on a 1 million de neurones, par exemple, dès que donc le premier neurone, on va lui donner un poids de 100%, une fois qu'il y a une centaine de neurones qui ont déchargé, ils valent la moitié déjà. Et quand il y en a 1% qui ont déchargé, ils valent 2-3%. C'est une fonction extrêmement raide. Et cette fonction de désensibilisation est, à mon avis, dans le système visuel, de telle sorte que quand on flash une image, c'est que les premiers trucs qui ont vraiment de l'impact. Ça, c'est pour reconstruire l'image. Est-ce qu'on peut décoder l'ordre? Eh bien, il se trouve qu'il y a un mécanisme qui est tout à fait plausible, qui existe dans le cerveau, qui rend les neurones sensibles à l'ordre dans lequel les entrées arrivent. Donc ici, on a un neurone dans le cortex qui reçoit, disons, de 3 neurones de la rétine, indirectement. Et on va dire que, bon, neurone A a un gros poids, B un moyen poids et C un petit poids. Ça, c'est le poids synaptique, l'efficacité des synapses. Si c'était un neurone traditionnel, que les neurones déchargent A, B, C, C, B, A ou n'importe quel ordre, ils vont faire la même chose. Ils vont simplement sommer les 3 poids et voilà. Mais si on ajoute un circuit supplémentaire d'inhibition chantant, ça veut dire pour désensibiliser le système, et que chaque neurone en entrée touche le neurone d'inhibition, ce qui est réellement le cas dans le système visuel. Il y a effectivement ce circuit d'inhibition. Ce circuit-là ne sait pas qui a déchargé en entrée, mais simplement il comptabilise le nombre qui ont été activés. Et au fur et à mesure que les neurones déchargent, l'inhibition augmente. Donc, maintenant, on va activer A décharge, et on ajoute, disons, 3 unités, parce que c'est un gros poids synaptique. Maintenant, B décharge, mais au lieu d'ajouter 2, l'inhibition a commencé à être active, et ça va atténuer la réponse. Donc, au lieu d'avoir 2, on a peut-être la moitié de 2. En même temps, on a augmenté l'inhibition de telle sorte que lorsque C décharge, au lieu d'avoir 1, on a peut-être le quart de 1. Donc, progressivement, ça c'est notre fonction de désensibilisation.
On fait la somme de ça, 4,25, et c'est le meilleur qu'on peut avoir avec ces 3 neurones en entrée. Donc, si on met un seuil pour ce neurone-là, à 4,1, il n'y a qu'en activant les neurones dans l'ordre ABC que le neurone va décharger. Donc, ce n'est pas cher pour générer des neurones qui sont sensibles à l'ordre dans lequel les entrées s'activent. Et la règle est, mettez les poids dans l'ordre que vous voulez détecter. Si vous voulez ABC, gros poids sur A, moyen sur B, petit poids sur C. Et donc, ça, c'est un mécanisme d'apprentissage qu'on peut implémenter dans les neurones. Et effectivement, ça aussi, il y a des bons arguments pour croire que le mécanisme d'apprentissage synaptique fait justement ça. Gros poids sur les premières entrées à décharger et progressivement de moins en moins pour ceux qui déchargent après. Et donc, ça nous donne une architecture corticale où, bon là, j'ai mes 5 neurones en entrée avec le profil de décharge, les spikes qui arrivent ici. Et là, on a des neurones corticales. On a un premier neurone ici qui a des poids organisés de telle sorte que lui va bien aimer cette distribution-là, alors que les autres neurones ont appris d'autres patterns. Bon, là, il faut remplacer ça pas avec 5, il y a 1 million d'entrées. Et là, il y a 500 millions de neurones ici qui détectent des formes différentes dans la première couche. Et on fait la même chose 5 fois. Donc là, je n'ai pas mis tous les trucs, mais imaginez ça avec beaucoup de neurones à chaque niveau. Ça, c'est à peu près l'architecture qu'on utilise. Donc, cette inhibition feed-forward, en fait, on a une inhibition feedback aussi qui permet, dès qu'un neurone cortical est déchargé, il empêche ses voisins de décharger aussi. Donc, ça, c'est un autre truc qu'on peut utiliser dans le domaine temporel. Ça, c'est des idées qu'on a mis dans SpikeNet. Donc, SpikeNet est un système de traitement d'image basé sur ces principes, dans lequel, donc, c'est une architecture purement feed-forward, donc inhibition et excitation feed-forward toujours. Pas plus d'un spike par neurone, donc on a écarté tout codage par la fréquence. Une activation est très éparse, en fait on ne laisse pas toutes les neurones décharger, ce n'est pas la peine, hein. Comme je vous ai dit, 1% suffit pour reconnaître. Et donc c'est les neurones dans la couche après vont être sélectifs à l'ordre dans lequel les entrées arrivent. Okay? Et donc, notre architecture de base, c'est un peu comme ça. On a une image en entrée, on a un pré-traitement qui correspond à ce qui se passe dans la rétine et dans la première couche corticale V1, dans laquelle on trouve les neurones qui sont sélectifs, par exemple, à l'orientation des contours. Il y a des neurones qui aiment le vertical, d'autres l'oblique, d'autres l'horizontal, et ainsi de suite. On a également des neurones qui aiment des terminaisons, etc. Une espèce de vocabulaire de neurones à ce niveau-là. Et les neurones, dans la prochaine étape, la couche de reconnaissance, apprennent quel est l'ordre d'activation locale dans cette série de filtres. En gros, c'est ça. Donc, pour chaque stimulus qu'on veut apprendre à reconnaître, on génère, et ça c'est la triche, on va générer un neurone à chaque endroit dans l'image qui a appris l'ordre dans lequel les neurones dans V1 ont déchargé localement. Okay? Donc ça c'est, en gros, ça c'est le mécanisme de l'architecture SpikeNet de base. Donc, vague de spike qui traverse le système. On ne laisse en fait décharger que le premier 1 ou 2%, et on utilise l'ordre dans lequel les neurones déchargent pour faire la reconnaissance. Donc, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, le logiciel SpikeNet, que vous pouvez en fait télécharger une version sur le site web de SpikeNet Technologies. Donc, vous pouvez faire tout ce que je vous montre là, à l'exception, vous ne pouvez pas sauver les résultats et vous ne pouvez pas sauver les modèles. Mais néanmoins, ici, donc, j'ouvre un fichier d'image. Alors, c'est l'image que j'ai prise contient, en fait, c'est les mêmes quatre animaux répliqués 12 fois avec des variations de contraste. Je vais juste vérifier que j'ai initialisé tout de façon correcte. Donc là, ce que je fais là, maintenant, je vais sélectionner un bout de l'image. Là, je double-clique dessus et ça a généré un modèle
qui, en fait, quand je fais ça, j'ai créé une couche de neurones au-dessus de V1 qui va chercher l'ordre d'activation qu'il a appris localement. Si je fais Recognize maintenant, vous voyez ici qu'il a trouvé les 12 exemplaires, malgré les forts changements de contraste et de luminance. Je peux en ajouter d'autres modèles très simplement. Là, j'ai 2 modèles. Il a trouvé 24 stimuli. Et je peux même prendre une image à faible contraste et apprendre sur une image de très faible contraste. Il les trouve également. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'ordre dans lequel les neurones qui déchargent qui est important, et pas le niveau de grille particulier. Il se trouve que si on prend le premier 1% des neurones qui déchargent ici, c'est toujours la même structure qu'ailleurs. C'est pour ça qu'il peut le reconnaître. Signalons aussi que là, je suis à peu près 20 millisecondes de traitement pour tester 4 modèles. Je peux en ajouter autant de modèles que je veux. Hein. Donc, et chaque fois que j'en ajoute, bon là j'ai un filtre spatial qui empêche plusieurs modèles d'être actifs en même temps. Mais là, chaque fois que j'en ajoute, je suis en train d'ajouter à peu près 1 milliseconde de traitement. Donc je peux avoir plein de modèles. Ça ne coûte pas cher. Okay? Pourquoi? Parce que chaque modèle est en fait très très réduit et qu'on peut en tester plein. Donc, alors là, ça a montré que le système est pas mal invariant par rapport au contraste aux luminances. Alors, une autre question, c'est la question de l'invariance à la rotation et au changement de taille. Donc là, j'ai pris le Joconde et j'ai changé l'orientation, plus ou moins 20 degrés à peu près, et de taille de plus ou moins 20%. Je ferai un modèle au début, au centre, et vous voyez qu'en fait, il va répondre sur une certaine gamme d'orientation et de taille. Si j'augmente la quantité de propagation, il va décharger sur une zone plus importante. Ça, c'est mon 1%, 2%, etc. de neurones qui déchargent en entrée. Et si je le baisse de propagation, le système peut devenir, bon là, au mieux, j'ai 2 qui marchent. Mais en fait, le système est donc réglable. Donc, si je veux maintenant pouvoir reconnaître tous les Jocondes, il me faut un nombre de modèles. Bon, je suis pas mal, il me faut un peu plus comme ça. Bien évidemment, la question, est-ce que c'est toujours sélectif? Et pour tester ça, je vais ouvrir un gros image test qui contient en fait, ça c'est une image 1500 x 1200 pixels, il y a 500 fragments d'image naturelle, et je croise les doigts et je fais ouf. Donc il n'a pas trouvé le Joconde là-dedans. C'est les mêmes 5 modèles. Ça montre que le système est quand même sélectif et il ne va pas dire n'importe quoi. Et donc on a de quoi faire des reconnaissances appropriées. Alors, dernière démo. Donc là, je vais montrer qu'avec un webcam penché sur un PC, donc c'est un PC tout à fait normal, je fais un apprentissage sur mon œil. Et là, vous voyez le tache rouge, et c'est là où il a détecté les neurones qui déchargent. Si je change d'expression, ça ne marche plus, mais il suffit de faire un autre modèle. Et là, c'est bleu, et là, c'est rouge, etc. Je change d'angle, et puis, bon, il me faut d'autres modèles. Là, c'est jaune, bleu, rouge, etc. Donc, là, regardez en bas, c'est 4 millisecondes de traitement pour tester 3 modèles. Et chaque fois que j'ajoute des modèles, ça ajoute une demi-milliseconde de plus. Donc il y a un temps de pré-traitement qui est fixe, mais le temps pour des modèles supplémentaires est faible.
Et je crois que donc, on peut effectivement charger un nombre indéfini de modèles pour chercher des objets qu'on a appris. Je pense que c'est un peu comme ça dans notre système visuel. On a emmagasiné au cours de toute notre vie des petits modèles, des espèces de paquets de trucs diagnostiques pour le Joconde, pour Mickey Mouse, pour tout ce que vous voulez. Tous ces neurones sont là, tout prêts pour décharger si la clé arrive, l'ordre d'activation locale arrive. Mais il faut avoir un système avec beaucoup de modèles. On a des dizaines de milliards de neurones dans le système visuel et je pense qu'effectivement, on peut imaginer que c'est un peu ça qui est fait. Mais remarquez que c'est un système qui est assez bête parce que chaque neurone n'est en train de faire rien de très compliqué. Simplement, c'est le parallélisme, le fait qu'il y en a beaucoup qui donne la puissance de calcul. Bon, déjà, vous voyez qu'avec mon PC, ça tourne pas mal. 4 millisecondes de traitement pour localiser ça, c'est bien plus rapide que nous. C'est dû au fait qu'on n'est pas en train de perdre du temps à faire transmettre des messages par des axones et des choses comme ça. Mais je pense qu'on peut utiliser ce système pour développer des applications. Et bon, je pense que dans une salle comme ici, vous avez peut-être des bonnes idées. Je vous encourage à télécharger le démo, essayer avec vos images préférées, voir ce que vous pouvez faire. Par exemple, faire de l'analyse des images satellitaires, vu la rapidité avec laquelle on peut localiser des objets dans des scènes, même des très grandes images, il n'y a pas de limite sur la taille de l'image. On peut localiser des formes de façon très spécifique. Et on peut charger autant de modèles qu'on veut et les tester tous en même temps. Okay? Donc, ça suffit pour la pub. Effectivement, mon propos est plutôt, ce que je voulais signaler surtout, donc, c'est les mécanismes. C'est, on va contrôler le pourcentage de neurones qui déchargent. C'est ça qui nous donne un avantage énorme par rapport à un traitement classique où on traite tout. Là, on ne traite que les premiers spikes qui traversent le système. Et ça peut être simulé très rapidement. On met des poids élevés sur les neurones qui déchargent en premier. Ça également, c'est quelque chose qui est biologiquement raisonnable. Et on met des poids faibles ou zéro sur tout ce qui arrive après. Donc ça, on peut l'oublier. Et le seuil le niveau de reconnaissance peut être réglé pour faire un système qui est soit extrêmement sélectif, qui ne répondrait qu'à le Joconde à telle taille, telle orientation, un système qui est plus souple. Et puis, c'est une question de réglage pour décider ce qu'on veut dans une application donnée, si on veut dire oui très facilement ou pas. Alors, SpikeNet n'est pas réaliste parce qu'effectivement, on a tout fait avec une couche de reconnaissance directement sur le premier niveau de traitement cortical, alors qu'on sait que le vrai système visuel est plutôt comme ça, j'avais parlé de 5 couches corticales. Quelle est la différence clé? Eh bien, dans le système visuel chez nous, en fait, on n'a pas des neurones sélectifs Joconde à un endroit précis. Les neurones en haut du système visuel ne savent que peu de choses sur le positionnement des stimuli. Et il y a une bonne raison pour ça. S'il fallait vraiment faire comme j'ai fait en SpikeNet pour reconnaître 100 000 objets, ce qui est notre cas, il fallait mettre un neurone par pixel dans l'image en quelque sorte pour chaque modèle. Alors ça, là, on n'a plus assez de neurones. Donc la stratégie utilisée par le système visuel, c'est de faire ça de façon progressive et qu'à la fin du système, on a des neurones qui disent « Ah, j'ai vu le Joconde, mais je ne suis pas sûr où il est. » Et il faut un système à deux passes, en fait, pour pouvoir localiser précisément le stimulus. C'est pour ça que nous, on a besoin d'un processus plus compliqué pour localiser des objets. Mais avec la stratégie de SpikeNet, même si ce n'est pas très réaliste, est en fait très utile parce qu'on récupère les coordonnées x, y de tous les objets, quel que soit le nombre d'objets. Quelque chose qui sera très difficile pour un sujet humain de faire. Donc, juste un petit mot sur SpikeNet Technology. En fait, ça existe depuis 1999. Moi, j'ai naïvement pensé qu'il suffisait de créer une société et ça marche. Eh bien, non. Donc, c'était uniquement à partir du moment qu'on avait des financements de la région qu'on a pu faire une version
industrialisé du code. Jean-Jacques Rigoni a pris la direction de la société en 2002 et on a commencé maintenant tout juste à avoir quelques applications qui sont vraiment intéressantes maintenant. Donc, bon, si cet aspect-là vous intéresse, regardez le site, téléchargez les démos gratuitement et amusez-vous bien. Donc, pour conclure, j'ai essayé de montrer à quel point les systèmes biologiques est super performant pour traiter des images. Effectivement, on ne se rend pas compte parce que c'est tellement rapide, on a l'impression que c'est instantané. Ce n'est pas instantané, mais c'est quand même très très rapide. 100 millisecondes de traitement suffit, même pour des images très compliquées. Et dans ces conditions, très peu de neurones ont le temps de générer plus d'un seul spike. Et donc, beaucoup de neurones ne déchargent même pas. Et donc, ce que j'ai proposé, c'est qu'on peut utiliser l'ordre dans lequel les neurones déchargent et que la clé est envoyer l'information la plus utile en premier. C'est donc à chaque niveau du système visuel, le système visuel doit faire en sorte que ce qui est envoyé en premier, c'est les choses les plus intéressantes. Et que, bon, ça tombe bien, ça peut être implémenté dans une architecture classique de PC de façon efficace. Et donc, dernière conclusion, c'est que vraiment on peut essayer de s'inspirer de la biologie, un système qui a été hautement amélioré par la sélection naturelle, et utiliser ces idées pour faire des systèmes artificiels innovants. Bon, et puis, juste pour terminer, pour remercier tous les gens qui ont fait le boulot. Les gens ici, c'est des gens de la société, Youngmo Allegro, Nicolas Guilbault et Rudy Guyeno. Le reste sont des chercheurs et des étudiants qui font des manips sur la performance du système visuel biologique. Merci beaucoup.